Salut à tous, bienvenue sur JB Aubert. Les banques centrales étrangères ont réduit de 82 milliards de dollars américains leurs avoirs en bons du Trésor américain détenus à la Réserve fédérale de New York depuis le 25 février, ce qui les ramène à 7 billions de dollars américains, leur plus bas niveau depuis 2012. Il s'agit du rythme de vente le plus rapide depuis plus d'une décennie, et le moment choisi me dit tout. Le marché, manifestement, n'applaudit pas sur commande simplement parce qu'une conférence de presse à la Trump affirme que tout est plus fort que jamais. La guerre avec l'Iran a commencé il y a un mois, les prix du pétrole ont bondi, les pays qui importent du pétrole, comme la Turquie, l'Inde et la Thaïlande, ont soudainement besoin de dollars pour payer l'énergie. Ils vendent donc l'unique actif sur lequel les banques centrales du monde entier ont toujours compté, les obligations du gouvernement américain, et dès que je suis la mécanique de ce qui se passe ensuite, cela devient le mouvement le plus préoccupant jusqu'ici. Parce que les États-Unis doivent refinancer 10 billions de dollars américains de dette en 2026 et que les acheteurs disparaissent précisément au moment où Washington en a le plus besoin. C'est habituellement à ce moment-là que le scénario pro-Trump passe de force historique à personne n'aurait pu voir ça venir, même après avoir dit 5 minutes plus tôt que tout était sous contrôle. Ce qui se passe réellement sur le marché du Trésor est très précis. Selon les données de garde de la Réserve fédérale, la valeur des bons du Trésor détenus par des institutions officielles, principalement des banques centrales, mais aussi des gouvernements et des organismes internationaux, a reculé de 82 milliards de dollars américains en un seul mois. Cette baisse a commencé le jour où la guerre avec l'Iran a débuté. Ce n'est donc pas une coïncidence. Quand l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, une voie maritime par laquelle transite 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole, les prix ont bondi. Les pays qui dépendent des importations de pétrole ont subi un double choc, des prix plus élevés, des monnaies plus faibles. À elle seule, la Banque centrale de Turquie a vendu 22 milliards de dollars américains de titres de créances gouvernementaux étrangers tirés de ses réserves depuis le 27 février, soit la veille du lancement des attaques contre l'Iran. Dans le cadre d'analyse de Brad Setser du Council on Foreign Relations, les vendeurs probables sont des importateurs de pétrole comme la Turquie, l'Inde et la Thaïlande. La logique est donc simple. Le pétrole est coté en dollars. Quand le pétrole devient plus cher et que votre monnaie s'affaiblit, vous avez besoin de dollars rapidement. Vous vendez donc vos avoirs en bons du Trésor. La réalité a une fâcheuse habitude de refuser les slogans de campagne comme substitut à la liquidité. Mais ce que la plupart des gens ne voient pas en lisant ce titre, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un mois de vente. Si je prends du recul et que j'observe l'ensemble du système, les avoirs officiels étrangers en bons du Trésor diminuent depuis des années, à mesure que les gestionnaires de réserve se diversifient en s'éloignant des actifs libellés en dollars. Megan Schweiper, stratège des taux américains chez Bank of America, l'exprime sans détour. Le secteur officiel étranger vend des bons du Trésor, et cela renvoie à une histoire plus large, celle de gestionnaires de réserve étrangères et de comptes officiels qui se diversifient loin des bons du Trésor. Malgré tout, le vacarme du camp Trump sur une confiance sans égale, la confiance n'est manifestement pas quelque chose qu'on peut faire exister à coup de tarifs douaniers. La guerre avec l'Iran a donc accéléré une tendance déjà en cours. La demande étrangère pour la dette américaine s'affaiblissait déjà. Puis, les prix du pétrole ont bondi, forçant les importateurs de pétrole à liquider des positions pour défendre leur monnaie et payer leurs factures d'énergie. Et cela se produit exactement au moment où le gouvernement américain fait face à un défi de refinancement sans précédent. Le gouvernement fédéral doit refinancer 10 billions de dollars américains de dette arrivant à échéance au cours des 12 prochains mois. Cela représente le tiers de toute la dette négociable en circulation. Plus de la moitié de ces 10 billions de dollars américains arrivera à échéance au premier semestre, ce qui concentre d'avance le défi de l'offre. Quand la dette émise pendant la pandémie à des taux d'intérêt proches de zéro arrive à échéance, elle doit être refinancée aux taux d'aujourd'hui, qui sont nettement plus élevés. Et c'est là que les habituels calculs miracles de l'ère Trump se heurtent à la vieille impolitesse de vrais chiffres. Ce que ces chiffres me disent vraiment est clair. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans est passé d'environ 3, 9% avant la guerre à un sommet de 4, 4%, atteignant son plus haut niveau en 8 mois. Le rendement à 2 ans est passé de 3
35% à plus de 4%. Il s'agit de la plus forte hausse mensuelle depuis 2024. Et il y a ici un détail critique. Selon Tim Baker, stratège macro chez Deutsche Bank, les bons du Trésor américain n'ont montré aucun signe de demande refuge. En période de crise géopolitique, les investisseurs se ruent normalement vers les obligations américaines, considérées comme l'actif refuge ultime. Ce n'est pas ce qui se passe cette fois-ci. Au contraire, les adjudications de titres du Trésor montrent une demande faible. Rien que la semaine dernière, les adjudications de bons du Trésor à 2, 5 et 7 ans ont toutes montré une demande faible, ce qui a forcé les rendements à grimper davantage que prévu. Quand le gouvernement ne parvient pas à attirer des acheteurs aux taux attendus, il doit offrir des rendements plus élevés. Des rendements plus élevés signifient des coûts d'emprunt plus élevés. Et quand il faut refinancer 10 billions de dollars américains, chaque point de base supplémentaire se traduit par des milliards de dollars américains en paiement d'intérêts annuels supplémentaires. Manifestement, les négociateurs obligataires n'ont pas reçu la note indiquant que l'enthousiasme patriotique devait compter comme une offre d'achat. Dès que j'aligne le volume de refinancement sur les niveaux actuels des taux d'intérêt, la pression devient évidente. La dette nationale américaine a franchi les 39 billions de dollars américains le 18 mars. Les coûts nets d'intérêt devraient dépasser 1 billion de dollars américains en 2026. Le Congressional Budget Office prévoit que ces coûts doubleront pour atteindre 1 billion de dollars américains d'ici 2036. Il s'agit des intérêts nets, la catégorie de dépenses fédérales qui croît le plus rapidement, absorbant une part toujours plus grande du budget simplement pour assurer le service de la dette existante. Ensuite, il y a les coûts additionnels de la guerre avec l'Iran. Des informations indiquent que le Pentagone réclame 200 milliards de dollars américains au Congrès pour ce conflit. Le déficit budgétaire est déjà en voie d'atteindre 2 billions de dollars américains. Les États-Unis doivent donc refinancer 10 billions de dollars américains de dettes arrivant à échéance, tout en émettant simultanément de nouvelles dettes pour couvrir les déficits en cours et les dépenses de guerre. L'économiste en chef d'Apollo, Thorsten Slock, estime que l'offre totale de titres de qualité investissement, c'est-à-dire gouvernementale et corporative, atteindra 14 billions de dollars américains en 2026. Le volume d'obligations qui inondent le marché est sans précédent. Dans l'univers Trump, chaque décision coûteuse est vendue comme une aubaine, jusqu'au moment où la facture arrive avec tout le théâtre patriotique inclus. Et cela déclenche une réaction en chaîne où chaque élément aggrave l'autre. La faiblesse des marchés boursiers alimente cette dynamique de dette. La demande étrangère s'affaiblit. Les États-Unis doivent offrir des rendements plus élevés pour attirer des acheteurs. Des rendements plus élevés augmentent le coût du refinancement de ces 10 billions de dollars américains. Des coûts de refinancement plus élevés creusent le déficit et un déficit plus large exige davantage d'emprunts. Davantage d'emprunts poussent les rendements encore plus haut. La boucle continue de se répéter. Les préoccupations que Joseph Brusso, économiste en chef chez RSM, met en avant sont une position budgétaire américaine insoutenable, un risque d'inflation en hausse et une incertitude croissante liée à la guerre. L'indice MOVE, qui mesure la volatilité sur le marché du trésor, a bondi à des niveaux compatibles avec une instabilité des prix et un dysfonctionnement des politiques. C'est généralement à ce moment-là que la machine de communication à la Trump dégaine son outil d'urgence préféré. Des adjectifs encore plus bruyants. Entre-temps, Trump veut des taux d'intérêt plus bas. Mais chacune de ces décisions politiques exerce une pression à la hausse sur les taux. Les tarifs douaniers, les plus élevés depuis la Seconde Guerre mondiale, alimentent l'inflation. Les dépenses militaires liées à la guerre avec l'Iran augmentent le déficit. Le fait de menacer des alliés mine la confiance envers les actifs américains. La fermeture du détroit d'Ormuz a fait bondir les prix du pétrole, ce qui relève les anticipations d'inflation. La réserve fédérale ne peut pas réduire ses taux quand l'inflation s'accélère à cause des chocs pétroliers et des tarifs douaniers. Les marchés obligataires l'intègrent déjà avec des rendements qui montent malgré une crise géopolitique qui, en théorie, devrait susciter une demande refuge.
Vouloir des taux plus bas, tout en nourrissant chaque force qui les pousse vers le haut, relève moins d'une stratégie économique que d'un rassemblement électoral déguisé en politique macroéconomique. Le moment est catastrophique. Environ le tiers de toute la dette existante détenue par le public doit arriver à échéance entre maintenant et la fin du second semestre de 2026. Une grande partie de cette dette a été émise pendant la pandémie à des taux d'intérêt proches de zéro. Lorsqu'elle est renouvelée, les États-Unis refinancent à plus de 4% plutôt qu'à un niveau proche de zéro. Chaque point de pourcentage supplémentaire sur 10 billions de dollars américains représente 100 milliards de dollars américains par année en coûts d'intérêt additionnels. Ces coûts plus élevés alimentent directement des déficits plus grands aux États-Unis, ce qui exige davantage d'emprunts et pousse les taux à la hausse. Aucune assurance martelée depuis un podium ne change le prix du risque de refinancement, même si l'habitude des médias pro-Trump de faire semblant du contraire reste remarquablement fidèle au numéro. Malgré cela, les acheteurs étrangers, historiquement la source la plus fiable de demande pour les bons du Trésor, prennent eux aussi leur distance. Les gestionnaires de réserves étrangères réduisent systématiquement leur exposition aux actifs en dollars depuis des années. La part des bons du Trésor, détenus par des institutions officielles étrangères, a diminué alors même que le marché a à peu près triplé de taille depuis 2012. Les investisseurs privés doivent combler le vide, mais exigent des rendements plus élevés pour compenser le risque. L'Allemagne et l'Italie demandent le rapatriement de leurs réserves d'or. Les alliés, contrairement aux porte-voix de campagne, ont tendance à se couvrir avant même que la ligne d'applaudissement soit terminée. Et c'est là que je vois tout cela se diriger dans l'avenir. D'ici la fin de 2026, les coûts nets d'intérêt dépasseront probablement 1 billion de dollars américains par année, faisant du service de la dette l'un des principaux postes budgétaires du gouvernement fédéral américain. D'ici 2030, les États-Unis pourraient dépenser 1,5 billion de dollars américains par année, uniquement en intérêts. Un argent qui ne construit pas d'infrastructures, ne finance pas la défense et ne fournit pas de services, il sert seulement à payer les emprunts passés. Le piège structurel, c'est que les États-Unis ne peuvent pas réduire de façon significative leur déficit sans augmenter les impôts ou réduire la sécurité sociale, Medicare ou la défense. Ces trois postes sont politiquement intouchables. Les déficits se poursuivent donc, les emprunts aussi, et chaque cycle de refinancement verrouille des coûts plus élevés. C'est l'exact contraire de la promesse version Trump, selon laquelle chaque contradiction peut être réglée avec un slogan, un bouc émissaire et un meilleur angle de caméra. Le fait que les banques centrales étrangères vendent 4,22 milliards de dollars américains en un mois n'est pas la crise. La crise, c'est ce que cette vente signale. La demande étrangère automatique pour la dette américaine s'érode exactement au moment où les États-Unis doivent refinancer 10 billions de dollars américains. La guerre avec l'Iran a forcé des pays à choisir entre conserver des bons du Trésor et défendre leur propre monnaie. Naturellement, ils ont choisi leur propre monnaie. Parce que lorsque la pression devient réelle, les banques centrales ne consultent pas une scène de campagne avant de se protéger elles-mêmes. Une fois ce précédent établi, une fois que les banques centrales liquident des bons du Trésor en période de crise au lieu d'en accumuler, l'architecture du pétrodollar mise en place après 1974 commence à se fissurer et à se défaire. D'ici 2027, les États-Unis devront probablement choisir. Accepter des taux d'intérêt structurellement plus élevés et les conséquences budgétaires qui en découlent, ou intervenir sur les marchés obligataires pour comprimer les rendements, ce qui signalerait de la panique et accélérerait, à mon avis, la fuite des capitaux. Aucune de ces deux options n'est bonne. L'une est simplement plus lente. Et si ce jour arrive, attendez-vous à ce que l'explication version Trump soit livrée avec une confiance totale. Plusieurs drapeaux et absolument aucune responsabilité. La vente de bons du Trésor, les alternatives au système de paiement, l'euro numérique, l'euro office, suite, ce ne sont pas des histoires séparées. Ce sont les symptômes d'un seul et même basculement systémique. L'architecture financière qui a fait de la dette américaine la valeur refuge du monde s'érode lentement et 10 billions de dollars américains de refinancement constituent le test de résistance qui révèle jusqu'où cette érosion a progressé. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. JB Aubert vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.